Les enseignants du secondaire ont mis fin à leur 4e conférence annuelle. Les conclusions de leurs travaux devraient permettre de réformer le système éducatif de notre pays. Objectif, rendre le système éducatif plus performant. Et puis dans quelques jours, les élèves vont reprendre les chemins de l'école. Veillée d'armes pour les parents qui se préparent à cette rentrée scolaire pour le bonheur de leurs enfants. Dans ce journal, un dossier de Abdoul Rasmane Zongo. La chefferie coutumière à la croisée des chemins, c'est le titre de la nouvelle œuvre de Alfred Sawadogo Fousseni Kindo en quête de sens, a lu pour nous cette œuvre d'actualité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le grand journal de la télévision nationale du Burkina Faso. L'ADF-RDA poursuit ses conférences régionales dans les 13 régions du Burkina Faso. Le parti était ce matin à Manga à la rencontre des structures provinciales du centre-sud. Au menu des échanges, la vie du parti, mais également la nouvelle feuille de route pour assurer la victoire du parti aux élections couplées législatives et municipales du 2 décembre prochain. Le reportage de Nyarki Teda. Communiquer et encore communiquer, c'est la philosophie qui sous-tend les conférences régionales de l'ADF-RDA, le parti de l'éléphant qui intensifie les rencontres à l'intérieur du pays avec les structures provinciales. Hier, à Manga, pour le compte de la région du centre-sud, les leaders du parti de l'éléphant sont venus du Bazega, du Naourié, du Zunweogo pour communier avec leur président. Une communion entre camarades du parti pour parler de la vie de leur structure, mais surtout discuter sur la nouvelle feuille de route qui doit orienter les actions du parti vers les élections couplées du 2 décembre prochain. Cette région a été un bastion du RDA et nous sommes venus pour échanger avec nos responsables pour voir comment nous pouvons donner un dynamisme particulier à notre formation politique dans cette région et surtout aussi voir l'état d'avancement après la biométrie, l'état d'avancement donc de nos listes et la stratégie à mettre en place pour une campagne réussie dans cette région, car nous savons qu'il y a beaucoup de partis dans cette région qui, chacun à son niveau, essaie de s'organiser pour pouvoir rafler la mise. À Manga, chaque structure provinciale a eu droit à la parole pour partager ses expériences en vue de faire un front commun et aller en rang serré pour assurer la victoire à l'ADF-RDA. C'est une démarche importante pour nous. Ça a redonné du tonus à l'ensemble des militants de la région. Et surtout aux Zonouéro, nous nous sentons encore ragardis du fait qu'on sent que le parti, le président du parti est toujours derrière nous et que nous pouvons travailler en toute sérénité. Ces leaders venus des 4 coins de la région du centre-sud sont désormais les porte-parole du parti de l'ADF-RDA pour vulgariser le programme du parti fondé sur le libéralisme. En attendant, 3 militants de la région ont reçu la médaille d'éléphant de bronze de l'ADF-RDA pour leur engagement pour la bonne marche du parti de l'éléphant au centre-sud. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la conférence annuelle sur l'enseignement secondaire qui se tenait à Ouagadougou du 30 août au 1er septembre. Les travaux des 580 acteurs et partenaires de l'éducation ont débouché sur des conclusions dont la mise en œuvre devrait concrétiser la réforme du système éducatif burkinabé. La cérémonie de clôture de cette 4e conférence annuelle a été l'occasion de récompenser les lauréats des Olympiades nationales de l'enseignement secondaire. Reportage Sylvestre Da. 3 jours de travaux autour de la thématique culture citoyenne et éducation, le rôle des acteurs pour une consolidation du partenariat, ont donné l'occasion à des débats soutenus et francs entre les acteurs de l'éducation venus des 13 régions du Burkina et leurs partenaires. Nous avons travaillé en plénière et dans les ateliers. Moi, j'étais dans l'atelier des gestionnaires administratifs. Nous avons beaucoup travaillé sur les textes et qui ont été amendés ici. Des travaux en groupe qui ont permis d'aboutir à des propositions, des recommandations et des résolutions. Des conclusions que le département en charge de l'enseignement secondaire s'engage à mettre très rapidement en œuvre en vue de consolider les bases d'un système éducatif qui prenne en compte les réalités burkinabées. Entre autres conclusions, on a demandé à ce que, au niveau par exemple des établissements, que l'on travaille à ce qu'il y ait une meilleure gouvernance. Qu'on travaille à ce que assez régulièrement il y ait des rencontres entre les partenaires et les acteurs, c'est-à-dire que par exemple au niveau des APE, les syndicats résidents et autres, qu'ils puissent avoir effectivement régulièrement des rencontres pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, avec naturellement la représentation des élèves ou des étudiants, donc des scolaires de manière générale. Le deuxième élément, c'est la mise en œuvre effective donc, de l'enseignement civique au niveau donc, des établissements, parce qu'il est important
d'enseigner et de prouver à l'enfant qui est l'adulte de demain, qui est donc notre représentant dans le futur, de pouvoir effectivement se rendre compte de son rôle, donc de son devoir et du respect qu'il doit avoir non seulement de l'autre et des biens publics. La cérémonie de clôture de la conférence annuelle de l'enseignement secondaire a servi de tribune de récompense des lauréats de la 19e édition des Olympiades nationales de l'enseignement secondaire. Une quarantaine d'élèves des établissements secondaires du Burkina, qui se sont illustrés par des meilleures notes dans différentes disciplines, ont reçu des prix composés, entre autres, de fournitures et manuels scolaires, de bourses d'études, de sommes d'argent, de téléphones et d'ordinateurs portables. Les meilleurs établissements également ont été primés. Et c'est le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou qui décroche cette année le grand prix du président du FASO. Ce prix est dédié aux élèves, c'est les élèves qui ont travaillé. Les professeurs sont à féliciter aussi, parce que sans professeurs, sans enseignants, sans éducateurs, il n'y a pas de succès. Donc je félicite aussi tous les enseignants et tous ceux qui contribuent à l'éducation au Burkina Faso. À compter de l'année scolaire 2012-2013, les Olympiades feront place à une journée nationale de l'excellence scolaire qui récompensera les lauréats des examens nationaux. Au total, près de 600 participants ont pris part à cette 4e conférence annuelle de l'enseignement secondaire qui s'achève sur une note de satisfaction générale. Enseignement toujours, faire de l'éducation le cheval de bataille du développement du Burkina Faso, c'est l'objectif visé par l'Organisation pour la promotion de l'éducation nationale, Open Education. 8 mois après le lancement officiel de ces activités, ces responsables ont organisé ce matin à Ouagadougou une rencontre pour faire un bilan et surtout envisager les perspectives. En présence des partenaires, ils ont réaffirmé leur volonté d'intégrer l'éthique au développement de l'éducation. C'est un reportage signé Jean-Baptiste Ouedraogo. Contribuer à la formation scolaire et académique des élèves et étudiants du Burkina, œuvrer à faciliter l'accès des technologies de l'information et de la communication aux acteurs de l'éducation, créer un cadre d'échange interactif entre ces acteurs, ce sont là quelques objectifs de l'Organisation pour la promotion de l'éducation nationale Open Education. En organisant ce matin une rencontre de bilan, il était aussi question de perspectives sur la toile à travers le www.openeducationbf.com, l'outil de promotion de l'organisation. Il ressort qu'à travers les activités déjà menées, l'organisation est sur la bonne voie. Je pense qu'après 8 mois, nous sommes un peu satisfaits parce que nous sommes partis du NEA. Nous avons un siège aujourd'hui. Nous sommes en partenariat avec l'OIF pour la mise en place d'un logiciel qui va permettre donc à tous les élèves et aux étudiants, qu'ils soient, d'avoir accès à une documentation de qualité. Les partenaires de l'organisation ont tous salué son avènement et ses approches qui viennent incontestablement apporter un plus à une vision de l'État, celle de faire des TIC un moteur de promotion de l'éducation pour un développement véritable. Aucun développement n'est plus possible sans l'usage des technologies de l'information et de la communication. Et je le disais tantôt, au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, nous l'avons très bien compris. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de nos programmes comportent cette composante TIC dans l'éducation. J'ai mentionné l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Les mois à venir seront déterminants. L'organisation a déjà planifié une série d'actions à mener pour, d'une part, mieux se faire connaître et développer des plateformes virtuelles au profit des acteurs de l'éducation nationale, d'autre part. Et puis, dans quelques semaines, interviendra la rentrée scolaire 2012-2013. Comment les parents d'élèves se préparent pour négocier cette rentrée scolaire? Quelques éléments de réponse dans ce dossier de Roger Kam et de Abdoul Rasmane Zongo. C'est connu, elle intervient cycliquement, sinon annuellement. La rentrée scolaire 2013 avance irréversiblement le 1er octobre 2012 avec son cortège d'équations. Que de frais de scolarité à acquitter, de fournitures à acheter, de tenues scolaires à gérer et même des chaussures à assurer dans certains établissements. En définitive, la liste n'est pas exhaustive. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Enseigne Socrate. Ainsi, des parents jouent la carte de l'anticipation ou de la planification. Moi, je fais toujours la planification. Dès les vacances, je commence à faire mes achats jusqu'à ce que, quand même, d'ici la rentrée, on sait que dès la rentrée, déjà, il y a des choses, des prix exorbitants. Je fais tout pour éviter ça. Et moi aussi, ça m'arrange beaucoup sur tous les plans.
Parce qu'une fois la scolarité sortie, les fournitures sorties, ça me permet d'évoluer très bien et sans problème dans mes finances et dans ma vie personnelle aussi. Ces cas sont chaque fois fréquents. Parce que moi particulièrement, j'ai des amis et puis il y a certains clients qui viennent me donner leur liste et je commence à préparer pour eux. Depuis le mois de juillet, j'ai reçu pas mal de listes pour ça. Et ils sont passés prendre pour prévenir au lieu de laisser à la dernière minute, comme vous le dites. Si à certains endroits la rentrée scolaire peut paraître comme un casse-tête, à d'autres lieux elle ne l'est pas. Explication. Moi je ne trouve pas que c'est un casse-tête parce que quand on met un enfant au monde, c'est pour pouvoir le suivre jusqu'à la fin. Donc dès que l'enfant est né, il faut le prendre en charge. Et quand on doit prendre en charge, on doit assumer ses responsabilités. Et quand on assume ses responsabilités, je ne peux pas trouver que c'est cher. Le constat dans les rayons de certaines librairies de la place s'apparente à ceci. Fourniture cherche preneur. Vous-même, vous voyez qu'il n'y a pas de clients. Sinon, on a tout apprisionné, il y a tous les livres, les cahiers, mais il n'y a pas de clients. Les clients ne viennent plus. Je ne sais pas si... il y a certains qui attendent à la dernière minute pour venir. Peut-être que c'est ça, sinon pour le moment, il n'y a rien, ça ne marche pas. À un mois environ de la reprise effective des cours, il n'y a pas d'affluence ou de bousculade. Tentative de réponse. Pour le moment, il n'y a pas d'affluence. Et on s'est dit aussi que ce n'est pas la période exacte, parce que la période, c'est mi-septembre. Que normalement, et puis deux fois, il y a l'affluence. Sinon, en début septembre, fin août, comme ça, il n'y a pas d'affluence. Peut-être que les gens sont en train de chercher des places pour leurs enfants, parce que souvent des places aussi, c'est des problèmes. Bon, il faut avoir la place d'abord. Les clients viennent donc au compte-gouttes, car cela ne tienne. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pour le moment, il n'y a pas marché, mais ça enlève un peu aussi. Alors, comme il n'est pas encore de rentrée, voilà, ça marche un peu. Par ailleurs, dans ce vaste domaine de définition ou plutôt de résolution de la rentrée scolaire, existe une pilule difficile à avaler, la loi des grossistes. Si par exemple 90% sortent pour aller payer en détail, en gros et puis demi-gros, pour pouvoir vendre en détail, pour acquérir 5 francs par là, 25 francs par là, et après ils se retournent, ils voient que non, là où ils sont partis prendre en gros, ces mêmes personnes vendent au même prix en détail que eux. Bon, voilà ce que ça donne. Ça ne peut jamais marcher. Et nous, les petits qui sont dehors, on est là toujours, on ne peut pas évoluer. À cela se greffe la subvention de l'État, apparemment pas très bien perçue ici. En premier temps, l'État donne les livres aux élèves. Et il y a des livres qui sont liés à l'école. Donc nous, les libraires, ça ne nous arrange pas. Or que nous qui sommes là, nous payons les impôts, nous payons des taxes, nous avons des enfants à nourrir et faire tout ce qu'on peut faire pour garder une famille. Bon, maintenant, vraiment c'est un peu bizarre. En tout état de cause, le professeur Joseph Kizerbo, historien mondial de renommée, tranche la question de l'éducation à sa manière. L'école est sans doute la principale voie de l'excellence sociale, en particulier dans les secteurs de la bureaucratie, des milieux d'affaires, des lettres, des sciences et des arts. Par définition, il n'y a pas de prix Nobel analphabète. Lutte contre l'analphabétisme justement au Burkina Faso, l'association Zekula est à pied d'œuvre. Créée il y a 4 ans, l'association a formé 70 personnes, en majorité des femmes. La cérémonie de sortie a eu lieu hier soir au secteur 46 de la ville de Ouagadougou. C'était en présence de Lazare Pouya. Après le ditanier chanté en langue nationale morée par les alphabétisés, c'est à travers un sketch qu'ils ont également démontré la nécessité de lutter contre l'obscurantisme. Ils ont mis à nu toutes les conséquences d'être analphabète et les avantages d'être scolarisés. On ne connaissait rien. On a fait l'alphabétisation à Morée. Et cette année, on a fait l'alphabétisation en français. En tout cas, on ne connaît pas beaucoup de choses, mais en tout cas, dans notre vie, ça va nous aider un peu. Beaucoup même, ça va nous aider beaucoup même. Prévu au départ avec 35 personnes pour alphabétiser en français et en moré, dans le centre d'alphabétisation de l'association Zekula au secteur 46, à terme, ce sont 70 alphabétisés
dont 5 hommes qui ont bénéficié de cette formation de 3 ans. Tout est parti du fait que depuis le 1er septembre 2009, où nous avons eu à soutenir les femmes sinistrées de notre secteur en matériel, en pousse-pousse, à eau, charrette, asile. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient des difficultés pour faire les calculs de leurs recettes. Et c'est là que l'idée est née de faire de l'alphabétisation. Nous avons commencé en français et on était confrontés à des difficultés. Et bon, c'est dit pourquoi pas ne pas nous lancer dans l'alphabétisation en langue morée. Pour la sortie de cette première promotion, le parrain et l'association Zekula leur ont offert des kits scolaires, occasion de les inciter à poursuivre la formation à domicile. Ce que nous avons fait, j'étais loin d'imaginer que ça puisse produire autant d'intérêt et de bien-être pour beaucoup de gens qui aujourd'hui vont pouvoir s'en sortir et pouvoir tirer d'autres aussi pour que le pays aille de l'avant. L'association Zekula a été créée en 2008 et compte aujourd'hui 102 membres. Son ambition est de faire de la lutte contre l'analphabétisme son cheval de bataille, mais elle est vite confrontée aux difficultés d'insuffisance de salles d'alphabétisation et aux mesures d'accompagnement pour les femmes. Communication gouvernementale hors des médias, le ministre de la Communication a rencontré les autorités de la région du Nord. À Ouayouguia, le ministre Alain-Edouard Traoré a également échangé sur l'implantation du centre régional de production télévisuelle de la région. Amadou Idboudo, Symphorien Somna. L'objectif de cette rencontre de convergence entre le ministre de la Communication et les autorités de la région du Nord le 29 août dernier est la mise en œuvre des dispositifs de communication au niveau régional. Le département de Alain-Edouard Traoré envisage réaliser impérativement, avant les campagnes pour les élections couplées, 6 centres régionaux de production télévisuelle renforcés. Ces dispositifs se rapportent aux équipements d'impression, de production, de transmission et de diffusion. Nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons identifié la part des autorités au niveau de la région. Nous avons identifié la part du département de la communication. Et je pense que nous avons rencontré de part et d'autre une volonté réelle et ferme pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et je pense que cela est de bon augure. La région de Ouayouguia compte parmi les 6 centres. Elle a déjà mis en place un dispositif très avancé pour accueillir le centre. Notre engagement est d'acquérir le matériel dont la liste nous a été communiquée par la direction, par le ministère. Et ce matériel est autour de 20 millions de francs CFA. Nous avons lancé un appel d'offres, nous avons sélectionné l'entreprise, le fournisseur, et il a reçu la notification. Et aujourd'hui, il nous a signifié que dans 20 jours, il sera capable donc de livrer le matériel. La mairie a accordé un terrain d'une grande superficie. Le conseil régional a donné un bâtiment, même 2 bâtiments à la date d'aujourd'hui, qui peuvent abriter donc le centre de production et également les bureaux de la télévision. En rappel, le ministre de la Communication a séjourné du 29 au 31 août dernier à Tédougou, dans la boucle du Mhoun, dans le cadre de la conférence régionale de la communication. Dès son arrivée dans la cité de Bankoui, Alain-Edouard Traoré a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la ville. Une démarche appréciée à sa juste valeur. Symphorien Somda. La politique sectorielle du ministère de la Communication vise à faire de la communication l'essence du dialogue et de la cohésion sociale. C'est dans ce sens que le ministre Alain-Edouard Traoré, pendant son séjour à Dédougou, est allé rendre visite aux autorités coutumières et religieuses. Première autorité visitée, le chef de canton. La délégation ministérielle a été accueillie par l'ensemble instrumental de la chefferie. En plus des bénédictions, Sa Majesté a offert au ministre une lampe solaire made in Dédougou. La caravane s'est ensuite rendue au domicile du grand imam de Dédougou. Celui-ci n'a pas été avare en bénédiction. À l'église centrale de l'Alliance chrétienne, les pasteurs ont prié pour une réussite de la conférence et ont béni le ministre et sa délégation. Le père évêque du diocèse de Dédougou absent, c'est son vicaire général, le révérend père Jacques Zerbo, qui a reçu la délégation. Il a, au nom de son supérieur, salué et béni la conférence. Après les coutumiers et religieux, le ministre a visité les radios Ahmadiyya, Horizon FM, Radio Salaki et Radio Sédicom. Il leur a prodigué tous ses encouragements pour le travail d'information et de sensibilisation quotidien à l'endroit des populations.
Un auteur s'interroge sur l'avenir de la chefferie coutumière en Afrique et au Burkina Faso. Dans sa dernière œuvre intitulée « La chefferie coutumière à la croisée des chemins », Alfred Sawadogo s'interroge sur le rôle et la place de la chefferie dans un contexte démocratique. Fousseni Kindo nous présente l'œuvre. Ouvrage anthropologique, la chefferie coutumière à la croisée des chemins est d'abord une expérience personnelle de l'auteur. Candidat malheureux à la chefferie coutumière de Tikari dans le BAM, Alfred Sawadogo décide de scruter le système de l'intérieur. Et en cela, il se pose des questionnements notamment sur la nomination des chefs dans un contexte de démocratie de nos États. Les populations qui sont devenues des citoyens votent le président de la République, votent les députés, votent les conseillers communaux. Et quand il s'agit de la nomination d'un chef, ça pose des problèmes parce que les gens ne sont pas consultés. Or, ce sont les mêmes qui sont à la démocratie, mais difficilement donc acceptent maintenant que les choses se fassent comme avant. Donc, je suggère que, avant de nommer un chef, qu'on prenne le temps d'aller faire des consultations, même souterraines, pour dégager le leader. L'autre questionnement d'Alfred Sawadogo dans son ouvrage concerne la constitutionnalisation de la chefferie coutumière au Burkina, un point dont on éprouve souvent du mal à trancher le débat. L'auteur de la chefferie coutumière à la croisée des chemins y va de sa petite idée. J'entends dire que partout dans le pays, la chefferie coutumière n'a pas la même valeur. Mais cela n'a pas d'importance à mon point de vue, d'autant plus que là où elle a de la valeur, cette chefferie a joué un rôle qui est bénéfique pour toute la nation. Donc, en tant que tel, je considère que la chefferie coutumière mérite bien d'être notée et d'avoir sa place dans la Constitution. Au Burkina Faso, 7 grands rois sont reconnus. L'auteur s'interroge alors s'il faudrait en faire des salariés ou non. Ce sont des institutions qui ont des contraintes matérielles aujourd'hui. Parce qu'avant, nous savons que ce sont les chefs en général qui portent secours aux sujets qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, les temps ont changé, mais les gens continuent à aller malgré tout chez ces chefs et qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire face aux besoins. Alors, si l'État leur versait des subsides, moi je trouve que ce n'est que justice. Enfin, dans son ouvrage, Alfred Sawadogo touche au problème de la modernisation de la chefferie coutumière. Car pour lui, l'institution devrait se renouveler en rapport avec les temps modernes. On a tendance à croire que tant que tu n'es pas animiste, tu n'es pas apte à exercer les fonctions du chef. Mais je considère que les chefs eux-mêmes devraient élaborer de nouveaux termes de référence, de nouvelles fonctions. Parce qu'il y a des fonctions même qui sont encore informelles. Par exemple, le chef de l'État, souvent, a recours au chef coutumier pour faire passer des messages à l'intérieur même de la société nationale. Auteur d'environ une dizaine d'ouvrages dont la polygamie en question et Afrique, la démocratie n'a pas eu lieu, Alfred Sawadogo est très actif dans la société civile au Burkina, où il est le président du conseil d'administration de l'ONG SOS Sahel International Burkina. Le ministre délégué à l'agriculture, dans le cadre du suivi de la campagne, était dans le centre-nord où il a visité plusieurs sites de production. L'innovation cette année dans la région agricole du nord, c'est l'utilisation de semences améliorées et l'application de nouvelles technologies. La physionomie actuelle des semis donne satisfaction et l'espoir est permis selon Nyarkiteda. Du mil au stade épiaison, du sorgho en pleine montaison, ou encore du niébé au stade épiaison-floraison et en formation de gousses par endroit, c'est le constat de la campagne agricole fait par le ministre délégué à l'agriculture qui était dans les champs de la région du centre-nord sous une pluie battante. D'une spéculation à une autre, l'état végétatif est hétérogène, mais d'une manière générale, la campagne agricole se déroule bien dans cette région. Nous avons déjà atteint les 700 mm au niveau des postes. Alors que l'année passée, à cette heure-ci, on était autour de 500. Donc là, il y a un excédent. Et également, quand on regarde la physionomie de la campagne,
constate qu'il y a une avance par rapport à l'année passée. Le riz pluvial de Isaka Ouedraogo à Boala et le site d'exploitation du maïs de cage de Alexandre Gango à Boussouman, visité, en passant par ces parcelles témoins d'expérimentation de plusieurs techniques culturelles, l'on note une bonne appropriation des nouveaux paquets technologiques par les producteurs. Il disait que c'est un peu l'engrais naturel avec les animaux qu'il a. Et en plus, maintenant, à ça qu'il utilise, mais maintenant, il a besoin qu'on le soutienne en l'appuyant avec un peu du matériel et des moyens pour pouvoir améliorer le travail qu'il fait. C'est la première fois que j'ai appris cette pratique-là. J'espère que si l'année prochaine, si tout va bien, je vais élargir mon champ-là. Les objectifs visés à travers ces champs écoles, c'est de renforcer les capacités des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles en mettant en évidence la performance des semences améliorées et en amenant les producteurs à approuver les paquets technologiques. Nous avons mis ces campagnes agricoles-là sous le signe des innovations. Parce que avec les sécheresses que nous connaissons de plus en plus, et notamment la campagne écoulée qui a été vraiment une année exceptionnelle, d'un point de vue donc déficit pluviométrique, on a conçu pas mal de choses avec les producteurs et nous avons tenu quand même à voir ça sur le terrain. La façon dont se présentent donc les différentes spéculations, le mil se présente très bien, plus de 70% stade de piezo, le sorgho se présente très bien. Je pense que dans la même ambiance, près de 50-70% des piezo. Parando a déjà bouclé donc son cycle. Et je pense dans une semaine, dans 10 jours, je pense que les gens vont commencer à récolter le niébé. À la date du 20 août, l'on note une bonne répartition des eaux dans le temps et dans l'espace, selon les services techniques d'agriculture qui espèrent être au rendez-vous des 320 000 tonnes environ comme production escomptée pour la région du Centre-Nord. L'association des producteurs de spiruline du Burkina Faso est allée rendre visite aux réfugiés maliens installés sur le site de Mentao dans la province du Soum. Elle leur a apporté de la spiruline d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA. L'association entend témoigner ici sa solidarité envers cette population installée par la force des choses sur le territoire burkinabé. C'est Sylvestre Da. Avec ses 307 kg de spiruline d'une valeur de près de 5 millions de francs CFA offerts aux réfugiés maliens sur le site de Mentao, dans le Sahel du Burkina, l'association des producteurs de spiruline du Burkina manifeste ainsi sa solidarité agissante envers cette population vulnérable. Il s'agit d'un apport en complément alimentaire destiné essentiellement aux enfants malnutris, aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes âgées. C'est une algue très riche en protéines. Donc c'est ce que nous appelons communément, c'est une viande végétale parce qu'elle apporte à 60% de protéines. Mais au-delà de ces éléments, il y a également des vitamines telles que la vitamine A, la vitamine B1 à B12, telles que également le fer, le magnésium et bien d'autres éléments tels que le calcium. Donc ces éléments vont aider ces réfugiés ici sur place à améliorer leur alimentation quotidienne. Cette visite a permis aux membres de l'association de toucher les réalités et les difficultés auxquelles sont confrontés ces réfugiés, dont le nombre va grandissant et pour qui toute aide est la bienvenue. Il n'y a pas quelque chose qui est petit. Tout ce que notre frère est amené nous donner, vraiment c'est beaucoup. C'est Dieu qui peut vous remercier en tout cas. Par cette action qui se veut humanitaire, l'association des producteurs de spiruline du Burkina veut aussi entretenir la flamme de la solidarité en faveur des réfugiés de Mentao et de tous les sites à travers le territoire burkinabé. Elle appelle ainsi toutes les bonnes volontés à multiplier les soutiens pour une amélioration des conditions de vie de cette population en proie à des difficultés de tout genre. Voilà, toute chose à présent, partir de rien et parvenir à devenir un petit chef d'entreprise, c'est l'extraordinaire parcours de Norbert Bangré, plus connu sous le nom d'Américain. Hier, petit cireur, aujourd'hui, le jeune homme est à la tête d'une PME qui fait du cirage et de la restauration ses principales activités. Évariste Kombari. À l'état civil, ce jeune homme répond au nom de Norbert Bangré, mais tout le monde l'appelle Américain. Très tôt, pour des raisons financières, Norbert, alors élève et issu d'une famille pauvre, est obligé de s'adonner à plusieurs petits métiers
pour se prendre en charge. J'ai fait le CIRA, payer mes études dans les années 97, 97, 98 et j'étais à l'école communale. Après cela, j'ai été à FADA, j'ai vendu de l'eau, payé mes études. J'ai vendu des gâteaux en 96, j'ai payé mes études. Mais le métier du CIRA m'a beaucoup marqué parce que ce domaine n'était pas du tout organisé. Et depuis ce temps, moi, j'avais l'esprit d'organiser ça d'une manière pour amener les CIRA à atteindre vraiment un niveau au lieu de se limiter à des chaussures. Devenu adulte, il crée en 2007 une petite structure dénommée Essimode pour innover et révolutionner le secteur du cirage. Ses débuts furent difficiles. L'accès aux banques pose problème. Je n'avais pas les moyens pour m'installer. Et j'ai tourné de banque en banque pour demander de m'accompagner. Mais les gens voyaient le projet, disent mais le CIRA, ça n'a pas d'importance. Et voilà, ils ne m'ont pas financé. Et c'est là, moi, à un moment donné, je suis allé voir le directeur de crédit de la BRS qui m'a donné 300 000 francs, qui m'a permis d'installer ce bureau dont vous voyez actuellement au tout départ. Et c'est après ça j'ai payé et après je suis passé à 500 000. De 500 000, il m'a donné 1 million. C'est là que j'ai formé les CIRA, les donné des postes d'installation devant les hôtels et les ministères pour faire des prestations. Et c'est là la confiance a commencé. Et après, j'ai fait la formation en entrepreneur avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et le FES m'a accompagné à hauteur de 700 000 francs. Voilà comment je suis arrivé à là. Aujourd'hui, Norbert fait du cirage, répare les meubles, nettoie les moquettes et autres tapis et fait de la restauration. En dehors de l'activité de cirage, mon première activité c'est la restauration. Parce que je suis dans la restauration, j'ai commencé en tant qu'un petit cafétéria de bord de Goudron dans mon village à Campoaga. J'étais un jeune cafétéria, un jeune commerçant. Je vendais le café et je faisais ma culture, j'étais cultivateur. C'est de là, la vision m'a arrivé de créer la restauration. Et c'est de là-bas que je suis venu à Ouaga. Conformément à sa vision de départ, Norbert ne se contente plus de cirer les chaussures. Les meubles et l'intérieur des véhicules en cuir relèvent de son business. Des institutions et des hautes personnalités lui font confiance et Norbert le rend bien par son travail. Mes clients, ce sont les directeurs des hôtels qui ont des chaises en cuir dans les hôtels. Mes clients, ce sont les responsables administratifs tels que les ministres et les bureaux de ministres qui sont équipés avec le cuir. Et les gens aussi, nantis qui ont des véhicules luxés, c'est là mes clients à laquelle je traite avec. Voilà la clientèle, la plus grande clientèle dans le cirage. Voilà. Sinon, je cire les chaussures, oui, bien sûr, je cire. Mais c'est pour dire, pour m'amener à être quelqu'un, il faut vraiment avoir la vision pour atteindre le paroxysme. Nous sommes ici dans le restaurant de Norbert. Visiblement, la clientèle a de l'appétit. En tout, Norbert emploie 17 personnes, garçons et filles. Ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. Sincèrement dit, il est généreux, il est gentil. Depuis que je suis ici, on n'a jamais eu de problème entre nous. Quand je suis venu, je me suis adressé au directeur général. Bon, je lui ai imposé mes problèmes et il me dit que non, si c'est ça, au lieu de m'apprendre à manger le poisson, donc il va m'apprendre à faire de la pêche. Et voilà pourquoi il m'a engagé. En tout cas, actuellement, je rends grâce à Dieu. On est ensemble, ça vaut 5 ans. C'est un patron simple. Il arrive à nous comprendre. On n'a pas de problème avec lui. Norbert Bangré, sans être un homme riche, parvient à joindre les deux bouts, à gérer sa petite famille et sa petite entreprise. Et moi, je fais un appel à l'administration. Si vraiment le gouvernement, si le président Blaise Compaoré m'invite de venir cirer son salon, quel plaisir. Ou ça, son fauteuil présidentiel. Mes projets d'avenir, c'est amener toute la jeunesse burkinabé à pouvoir commencer zéro et devenir quelque chose. L'Américain, ou plutôt Norbert Bangré, devrais-je dire, est un exemple de réussite. Il est la preuve que le succès est en chaque homme et en toute personne. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens. Voilà, Monsieur le Président, si vous nous suivez, Américain veut cirer votre fauteuil. Ceci dit, rappelez aux fidèles musulmans l'heure de la prière. Telle est la mission du Muezzin, une mission valorisée par la radio Ridouane FM qui a organisé le concours du meilleur Muezzin du 16 juillet au 13 août. Les 3 premiers ont été récompensés lors d'une cérémonie hier au sein de la radio. C'était en présence de Maïmouna Traoré.
Abbas Lanzare, c'est lui qui a séduit le jury du concours du meilleur muezzin édition 2012 organisé par Ridouane FM. Un concours qui lui a permis de démontrer son talent de muezzin et d'acquérir des compétences. Il a été retenu parmi 20 candidats. Il reçoit en récompense une moto, un exemplaire du Coran et d'autres cadeaux. Le deuxième et le troisième ont aussi été récompensés par des prix en espèces et en nature. Le concours du meilleur muezzin est une initiative de Ridouane FM pour valoriser l'image de celui dont la mission est de toujours réveiller et chaque fois rappeler aux musulmans qu'il est l'heure de la prière. Les gens croient que le muezzin est un affamé ou un assoiffé ou une personne vraiment malvoyante. Du 16 juillet au 13 août, compétition sur les antennes interactives. Les auditeurs apportent leur voix sur un candidat. Et puis il y avait également les envois d'SMS, sans oublier le jury qui apprécie sur le plan technique parce que c'est des gens qui ont étudié le Coran, qui maîtrisent en tout cas cette science-là. Donc il y a des linguistes parmi. Cette deuxième édition du concours du meilleur muezzin a concerné la ville de Ouagadougou. Pour les prochaines éditions, les organisateurs ambitionnent couvrir tout le territoire national.